Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration vraiment fascinante d'un document exceptionnel. Ouais, un texte qui bouscule complètement notre vision d'un lieu super connu. C'est ça. Le point de départ, c'est un rapport de recherche historique et urbain qui est hyper détaillé. Vraiment très fouillé, ouais. Et ça porte sur le célèbre marché de Kuromon. En plein cœur d'Osaka, au Japon. Exactement. Alors, pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, c'est un endroit que la presse et les guides de voyage surnomment très allègrement la cuisine d'Osaka. Ouais, c'est l'image classique. C'est bruyant, c'est super coloré et franchement, ça sent les fruits de mer grillés à des kilomètres. C'est clair, hein. Mais la mission d'aujourd'hui, c'est justement de jeter toutes ces brochures touristiques à la poubelle. On va aller gratter un peu sous le vernis de la carte postale, en fait. C'est ça, on va extraire 5 histoires historiques absolument captivantes, découvrir quelques joyaux cachés pour de futurs visiteurs et surtout observer comment un simple regroupement d'étals arrive à survivre à des incendies dévastateurs, aux guerres et même à la mondialisation. Le rouleau compresseur de la mondialisation, ouais. Bon, décortiquons tout ça. D'entrée de jeu, qu'est-ce qui ressort de cette analyse sur le plan fondamental? Ce qui est fascinant ici, c'est la dimension organique de la ville. C'est-à-dire? En fait, les sources qu'on a étudiées, elles se contentent pas de lister des dates ou des types de poissons vendus, hein. Elles posent un vrai cadre analytique sur la résilience pure. Ouais, c'est vraiment pas juste de la nourriture. Non, pas du tout. À travers les siècles, ce marché devient un laboratoire à ciel ouvert pour comprendre comment la loi interagit et parfois se heurte avec les traditions locales. Réaction d'une communauté face à la destruction totale, quoi. Exactement. Qu'elles viennent des flammes ou des bombes. Si on connecte ça à la grande histoire urbaine, le marché, c'est plus une simple rue commerçante, c'est un organisme vivant qui a dû muter de manière parfois très agressive pour pas disparaître. Et en tant que lectrice, j'ai trouvé que c'était une perspective indispensable pour quiconque aime voyager. Ou juste comprendre comment fonctionnent les villes. Voilà, derrière l'image d'Épinal du lieu bondé et joyeux, il y a des siècles de lutte acharnée et d'innovation presque clandestine. Clandestine, oui, on va y venir. Ah oui, mais commençons par le commencement. Le premier des 5 piliers historiques mis en lumière par le rapport, c'est l'histoire d'une disparition. Celle d'un sanctuaire. C'est ça. Les archives situaient la naissance officieuse du marché autour de 1822, donc en plein air Edo. Les marchands se sont installés près d'un grand temple bouddhiste, le temple Hanmyoji. Et la particularité de ce temple, c'est qu'il possédait une porte monumentale peinte entièrement en noir. D'où le nom, Kuromon, ce qui signifie littéralement la porte noire. c'est logique. Mais l'histoire bascule complètement en 1912 avec le grand incendie de Namba. Un désastre absolu. Les flammes ravagent tout le quartier, le temple est réduit en cendres et sera finalement délocalisé bien plus loin à Iata. Donc plus de temple, plus de porte. Et ça, c'est un point de rupture fondamental en urbanisme. C'est le passage forcé du sacré au profane, en fait. Comment ça? Au départ, dans les années 1820, on est dans ce qu'on peut appeler une économie de lisière religieuse. Pour expliquer simplement, les marchands s'installent là où il y a du passage. Le temple attire les pèlerins. Voilà. Donc, il y a des clients potentiels. Et en plus, la proximité de l'édifice religieux offre une forme de légitimité et de protection tacite. Mais l'incendie efface soudainement ce protecteur de l'équation géographique. Le bâtiment disparaît physiquement et ça laisse les marchands livrés à eux-mêmes dans un paysage totalement dévasté. Ce qui soulève une question hyper évidente. Comment un marché qui tire toute son identité d'un temple gère-t-il la disparition de ce même temple? C'est là qu'intervient ce que les chercheurs nomment la capitalisation de la mémoire spatiale. Un grand mot pour dire quoi en pratique? Pour utiliser une analogie plus concrète, c'est un peu comme si une entreprise décidait de garder l'enseigne lumineuse historique d'un magasin emblématique, même des décennies après la faillite, et la fermeture du bâtiment original. Juste parce que cette enseigne inspire confiance aux passants, en fait. Exactement. Les marchands ont conservé le nom Kuromon. La protection religieuse s'est évaporée, mais la communauté a absorbé l'aura de la porte noire pour en faire une identité commerciale indépendante. Son propre bouclier, quoi. C'est ça. La ruine physique a été transformée en un outil d'appropriation de l'espace. Et c'est exactement ce qui constitue notre premier joyau caché pour les visiteurs d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours très visible. Le principal du marché est couronné par une structure qui rappelle cette fameuse porte. Et savoir ça, ça change complètement l'expérience de la visite. Traverser cette entrée, c'est pas juste entrer dans une zone de shopping. C'est franchir un portail mémoriel vieux de 2 siècles. Un portail maintenu en vie par la seule force de la volonté commerciale des marchands. C'est fou. Le symbole a vraiment vaincu la réalité architecturale. Ouais. Mais l'indépendance de ce marché, elle s'est pas seulement construite sur la récupération d'un nom.
Elle s'est aussi forgée dans l'opposition directe au pouvoir en place. Ah, ça c'est une transition parfaite vers notre deuxième histoire. Et honnêtement, c'est l'une des plus surprenantes du rapport. La rébellion du Fugu. Voilà. Une véritable rébellion culinaire autour du fugu, le poisson globe. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce poisson est célèbre car ses organes contiennent une toxine mortelle si la découpe est mal faite. Une toxine foudroyante, ouais. L'histoire raconte que le seigneur de guerre Toyotomi Hideyoshi avait purement et simplement banni sa consommation à la fin du XVIe siècle. Parce qu'il perdait trop de soldats qui s'empoisonnaient avant même d'aller au combat. C'est quand même fou comme anecdote. C'est clair. Et c'est une interdiction qui a perduré et qui a même été renforcée au niveau national en 1882 avec carrément des peines de prison à la clé. La loi était d'une sévérité implacable. Le but, c'était d'éradiquer cette pratique sanitaire dangereuse. Et les sources précisent qu'il a fallu attendre 1888 pour voir un assouplissement. Grâce au Premier ministre Ito Hirobumi, c'est ça? Oui, ouais. Il aurait été émerveillé par un plat de fugu servi secrètement par une restauratrice dans la région de Yamaguchi. Du coup, il a levé l'interdiction là-bas. Mais attention, la levée n'était que locale. À Osaka, l'interdiction légale restait fermement en place beaucoup plus longtemps. Sauf qu'à Kuromon, les marchands n'avaient absolument pas l'intention de se plier à cette loi. Le rapport détaille des scènes de contrebande, mais au grand jour. C'est incroyable. Les vendeurs s'approvisionnaient secrètement et transportaient les poissons globes dans des caisses en bois très spécifiques. Les fameuses Torobako. C'est ça. Ils circulaient à vélo dans les rues d'Osaka avec ces caisses empilées à l'arrière. Tout le monde savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Un jeu du chat et de la souris quotidien avec les flics de l'époque, quoi. Ils assumaient totalement le risque de la prison pour répondre à la demande locale. Mais du coup, comment on explique une telle audace de la part d'une simple communauté marchande face à l'État ? Ça soulève une question super intéressante sur la légitimité de l'interdit. Et la réponse, la recherche, la trouve dans un concept japonais très fort. Le mokiki. Le mokiki ? Ouais, le mokiki, c'est l'œil absolu de l'expert. C'est le summum du discernement et de la maîtrise technique de l'artisan. Les poissonniers de Kuromon, ils se considéraient pas du tout comme de simples vendeurs frauduleux. Ils se voyaient comme des maîtres. Exactement. Des maîtres possédant un savoir-faire transmis par un système de compagnonnage ultra strict. Ils maîtrisaient la découpe de la poche de poison à la perfection. Ce que l'étude démontre ici, c'est que cette virtuosité technique, elle est devenue un bouclier juridique de facto, en fait. C'est ça. En prouvant tous les jours qu'ils pouvaient servir ce poisson sans tuer personne, ils ont institutionnalisé une zone grise. L'expertise professionnelle du marché a rendu la loi de l'État complètement obsolète et irrationnelle aux yeux de la population locale. Le savoir-faire comme acte de désobéissance civile, moi je trouve ça fascinant. Et pour tous ceux qui prévoient un voyage, c'est une info en or. Parce qu'aujourd'hui, ça a laissé un héritage massif. Kuromon est considéré comme un paradis absolu du fugu. Les statistiques du rapport sont claires, environ 10% des poissonneries du marché sont entièrement dédiées à ce poisson toxique. Et il faut absolument chercher les institutions historiques. Genre Kuromon, Minami, qui a ouvert ses portes en 1875, en pleine période de prohibition du coup, ou Nishikawa Senyoten, fondé un peu plus tard en 1956. S'asseoir à ses comptoirs pour déguster du fugu, c'est littéralement goûter au résultat d'une longue lutte pour le maintien d'une tradition locale. C'est la trajectoire ironique de pas mal de pratiques marginales en fait. Ouais, le crime d'hier, le produit caché dans des caisses en bois sur un vélo, c'est devenu aujourd'hui la vitrine culturelle officielle de la ville. Vendu à prix d'or en plus. Mais cette concentration unique d'artisans, elle aurait jamais pu prospérer sans un espace physique capable de les rassembler efficacement. Ce qui nous ramène inévitablement à la gestion de l'espace après la tragédie. Ce qui est notre troisième pilier, l'alchimie urbaine post-catastrophe. On a parlé tout à l'heure de l'incendie de Namba en 1912 qui a détruit le temple de la Porte Noire. Ouais, mais les chiffres du rapport permettent vraiment de prendre la mesure de l'événement. On parle pas de 2 ou 3 écopes parties en fumée là. C'est un désastre qui a ravagé 5000 habitations. 5000 ? C'est énorme. Avant 1912, la zone, c'était un entrelac typique de l'ère Edo. Des ruelles sinueuses, étroites, organiques et profondément chaotiques. Le feu a agi comme une gomme géante et terrifiante sur la carte de la ville. Et c'est précisément dans le sillage de ces catastrophes majeures que s'observe ce qu'on appelle l'urbanisme de crise. L'interaction entre un désastre naturel ou un incendie ici et la planification urbaine, c'est toujours un moment de tension extrême. Face à ces 5000 maisons détruites, l'administration de la ville d'Osaka n'a pas reconstruit à l'identique. Elle a saisi l'opportunité pour imposer une restructuration massive et agressive.
Le chaos organique de l'air et d'eau a été remplacé par une logique de rationalisation très moderne. Les terrains ont été remembrés, les rues ont été élargies et redressées. Et c'est grâce à cette modernisation brutale que le marché a pu la même année obtenir un statut officiel et structurer sa logistique. Le joyau caché ici, c'est vraiment une expérience physique pour le visiteur contemporain. Quand on marche dans Kuromon aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'on marche sur les cicatrices directes de cet incendie en fait. Exactement, le visiteur profite d'une magnifique arcade couverte de 580 mètres de long. La disposition forme un damier géométrique hyper lisible et surtout cette structure parfaite, elle débouche sur la vaste avenue Senichimae. Tout ce confort spatial, cette absence de ruelles labyrinthiques, c'est l'héritage direct de la refonte de 1912. Cette connexion avec l'avenue Senichimae, elle est cruciale d'ailleurs. C'est le geste technique qui a désenclavé le marché. Il a été connecté aux artères principales du réseau de transport d'une ville qui était en pleine explosion industrielle. Sans les centres de 1912 et la volonté politique de tracer des lignes droites à travers les ruines, Kuromon serait probablement resté un petit marché de quartier asphyxié. Incapable d'absorber la croissance économique du XXe siècle, ouais. Une croissance qui ouvre la porte à notre quatrième histoire, la période que l'on pourrait qualifier de base secrète de la haute gastronomie. Avec cette nouvelle structure optimisée, Kuromon a pu développer une relation quasi exclusive avec les immenses chefs de la région. Le rapport consacre des pages entières à la dynamique B2B, donc les relations d'entreprise à entreprise, avec le quartier voisin de Minami, qui est super réputé pour ses restaurants étoilés. C'était pas juste de l'achat en gros, hein. Chaque matin se tenait le kaidaishi, un rituel extrêmement sérieux, où les chefs venaient en personne sélectionner leurs ingrédients. Les marchands opéraient presque comme des chimistes sur mesure, en fait. C'est le mot. Par exemple, pour le dashi, le bouillon fondamental de la cuisine japonaise, les vendeurs de Kuromon vendaient pas les mêmes algues kombu ou la même bonite séchée à tout le monde. Ils créaient des assemblages hyper précis, calibrés à la virgule près, pour correspondre à la signature gustative de tel ou tel grand restaurant. C'est une stratégie d'hyperspécialisation qui s'est avérée vitale. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut regarder le contexte macroéconomique. En 1931, Osaka inaugure de gigantesques marchés de gros centralisés, qui sont soutenus par les pouvoirs publics. Et la logique industrielle aurait voulu que ces mastodontes écrasent complètement les petites écopes indépendantes de Kuromon. En cassant les prix par le volume, tout simplement. Voilà. La question qui se pose, c'est pourquoi le petit marché a survécu à ce grand capitalisme de distribution. La réponse, elle réside dans la confiance interpersonnelle tissée lors de ces rituels matinaux. Le marché gros vendait de la quantité, de manière anonyme. Kuromon vendait de l'exactitude personnalisée. Cette capacité à fournir l'ingrédient parfait à une élite culinaire exigeante, ça a érigé un rempart infranchissable contre l'industrialisation de la chaîne d'approvisionnement. C'est fou d'imaginer que le palais de toute une ville a été façonné dans ces allées matinales quand on y pense. La beauté de la chose, c'est qu'il est encore possible d'effleurer cette époque. Il y a des échoppes qui ont survécu à tous les bouleversements, comme la boutique Iseya, fondée en 1897. Une institution spécialisée dans les légumes marinés et les préparations traditionnelles. En achetant une barquette là-bas, on ne fait pas qu'une découverte gustative, on goûte vraiment aux fondations même de la cuisine d'Osaka. Préparée selon des standards qui ont dû satisfaire les palais les plus intraitables du siècle dernier. C'est l'essence même du patrimoine immatériel. Le concombre ou le radis mariné changent évidemment chaque jour, mais le geste artisanal et le niveau d'exigence ont traversé les générations sans sourciller. Mais malheureusement, le siècle dernier réservait d'autres bouleversements majeurs. Ce qui nous conduit au cinquième et dernier pilier du rapport. L'ère moderne de Kuromon est marquée par une nouvelle tragédie, 1945. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale réduisent une nouvelle fois Osaka et son marché en un tas de ruines. Et cette fois, il n'y a pas d'administration municipale puissante pour organiser la reconstruction de manière ordonnée. Ce sont les marchands eux-mêmes qui vont s'extirper des décombres. Regroupés sous une association appelée Kuromon Nakama. Ils relancent l'activité à une vitesse fulgurante sous la forme d'un marché noir, le Yamishi. Ils nourrissent la population affamée avant même que les circuits officiels soient rétablis. C'est dire la force de l'auto-organisation de cette communauté. Mais leur rapport nous fait ensuite faire un bond dans le temps pour analyser un défi bien plus sournois que les bombes. La démographie et la mondialisation. Plus récemment, le marché a fait face au vieillissement massif de la population locale, qui était son cœur de cible historique, et à l'implantation agressive des grands supermarchés climatisés. Pour survivre face à cet assèchement de leur clientèle, le marché a dû opérer un pivot stratégique absolument brutal vers le tourisme international. Concrètement, sur le terrain, comment ça se manifeste ? On assiste à ce que les sociologues urbains qualifient de marchandisation de l'espace. C'est-à-dire ?
Pour le dire simplement, imaginez que la boulangerie de votre quartier décide soudainement de ne plus vendre de baguettes pour le repas du soir des habitants, mais uniquement des mini-pâtisseries de luxe conçues pour être prises en photo sur les réseaux sociaux. Ah oui, je vois. C'est exactement ce qui s'est passé à l'échelle d'un quartier entier. Historiquement, Cours au Monde, c'était un espace de vie profondément ancré dans le quotidien. Où on venait acheter ses poireaux ou son poisson brut, quoi. Voilà. Et face au gouffre financier, il a dû se transformer en un espace de consommation mondialisé, offrant une expérience prête à consommer pour un public de passage. Et le résultat, il est vraiment flagrant quand on s'y balade aujourd'hui. L'attraction principale de Couromont, c'est désormais la culture du tabe-haruki. L'art de manger en marchant. Les étals ont été complètement réaménagés. Les visiteurs peuvent s'arrêter par exemple chez Niku no Kobeya, une boucherie historique ouverte en 1930, qui a compris la tendance et s'est mise à griller des brochettes de bœuf wagyu exceptionnelles directement sur le trottoir. On y trouve des huîtres ouvertes à la minute, des mochis géants aux fraises. Il y a même eu la création d'un grand centre de repos de 80 places, avec le Wi-Fi gratuit et des panneaux traduits en plein de langues. Tout a été optimisé pour le confort du touriste international qui consomme sur le pouce. L'architecture et l'offre commerciale ont été entièrement remodelées pour capter l'économie de l'attention en fait. Sur le strict plan comptable, on peut dire que c'est un coup de génie. C'est une adaptation pragmatique qui a sauvé le lieu de la faillite, c'est indéniable. Mais c'est précisément ce succès éclatant qui pousse le rapport de recherche à soulever des réflexions beaucoup plus sombres dans sa dernière partie. Absolument, car ce récit d'une adaptation parfaite a de sérieuses zones d'ombre. Les chercheurs soulignent que l'histoire qu'on nous raconte est parfois lissée, presque marketée pour être facilement digérée par le public. Il y a d'abord des débats historiques non résolus. Par exemple, si l'histoire du temple Onmyoji et de sa fameuse porte noire est l'explication officielle la plus vendeuse, il existe une autre théorie. La théorie du quartier Naguracho. C'est ça. Certains experts soutiennent que le marché serait né de manière beaucoup plus éparpillée et spontanée dans ce secteur, sans aucun lien majestueux avec le temple. Et puis il y a le grand vide documentaire de la Seconde Guerre mondiale. La majorité des archives administratives et des registres ont péri dans les flammes en 1945. Il est donc extrêmement difficile pour les historiens de savoir comment ces marchands ont réellement opéré, coopéré ou contourné l'économie de guerre stricte de l'État militaire japonais. Et ça avant même l'apparition du marché noir d'après-guerre. L'histoire telle qu'elle est affichée à l'entrée du marché est forcément sélective du coup. Oui. Mais le véritable malaise soulevé par les sources, l'angle mort le plus critique de cette résilience, ça concerne les conséquences sociales de leur dernier pivot stratégique. C'est le fameux paradoxe du succès. En se transformant en un paradis mondial de la street food, Couromont a été frappé de plein fouet par la gentrification et le surtourisme. Les produits proposés sur les étals sont devenus des produits de luxe, immédiats, calibrés spécifiquement pour des portefeuilles de vacanciers venus dépenser sans compter. Et la conséquence est brutale. Les prix ont flambé. Les habitants du quartier qui venaient y chercher de quoi préparer le dîner familial, ils peuvent tout simplement plus suivre financièrement. Même les petits chefs traditionnels du quartier peinent à y trouver leur compte, face à ces prix conçus pour l'exportation sur place. Ce marché, au fil des siècles, elle est repoussée vers la sortie. C'est le point de friction majeur de l'urbanisme contemporain, ça. Ce phénomène illustre parfaitement la tension entre la survie économique et l'âme d'un lieu. Jusqu'à quel niveau de mutation un espace peut-il aller avant de se dénaturer complètement ? La recherche synthétise toute cette trajectoire complexe sous le concept de modèle Couromont. Qu'on approuve ou non ces métamorphoses, ce lieu donne une leçon implacable de survie. C'est pas un musée figé. Non. Il a d'abord servi de relais pour les pèlerins bouddhistes, puis il a ajusté ses bouillons au millimètre pour la haute gastronomie. Ensuite, il a nourri une population traumatisée sur les cendres de la guerre. Et aujourd'hui, il déploie des menus traduits pour l'ensemble de la planète. C'est un véritable caméléon urbain. C'est le mot parfait. C'est ça. Si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, le marché de Couromont transcende de très loin son statut de simple allée gourmande. C'est le récit épique d'une résistance acharnée face au feu purificateur de 1912. C'est une forte verse où l'expertise technique des artisans a réussi à défier la rigidité des lois étatiques avec leurs vélos chargés de fugu. C'est une agilité commerciale inouïe qui a permis à des vendeurs de légumes de tenir tête à l'industrialisation massive. Et en fin de compte, c'est l'histoire d'un organisme urbain, doté d'un instinct de survie tellement féroce qu'il est prêt à changer de peau et de public à chaque nouvelle ère. Et c'est là que réside la vraie récompense de ce genre de recherche, je trouve. C'est un antidote puissant à la surcharge d'informations superficielles à laquelle on est confronté au quotidien. Quand on prend le temps de superposer ces strates d'histoire, religieuses, légales, architecturales et sociologiques,
L'espace physique prend une profondeur inattendue. On regarde plus les néons et les brochettes de la même façon du tout. On perçoit la densité humaine et les sacrifices qui ont cimenté les pavés. Mais, avant de terminer, ces recherches ouvrent la porte à une réflexion finale assez vertigineuse sur notre époque, je trouve. On a longuement parlé de ce choix pragmatique de se tourner vers la scène internationale, quitte à sacrifier la clientèle locale de quartier. Ce qui amène une provocation presque philosophique pour l'avenir de nos villes. On t'écoute. Si l'unique moyen pour un lieu historique de survivre physiquement et économiquement à la mondialisation, c'est de devenir une attraction taillée sur mesure pour un public étranger. Les centres urbains historiques de demain sont-ils tous condamnés à devenir des parcs d'attractions à ciel ouvert? À force de se transformer en vitrine de leur propre passé pour attirer le monde entier, ces marchés, ces places, ces ruelles ne risquent-ils pas de devenir de sublimes coquilles vides, dépourvues de toute véritable vie locale, quotidienne? Sachant que le marché a abandonné ses habitants par instinct de survie, que se passera-t-il si la prochaine grande crise mondiale assèche complètement ce flux touristique? C'est la grande question. Le marché de Kuromon devra-t-il se réinventer une 6e fois pour reconquérir son propre voisinage, ou est-il déjà trop tard pour faire machine arrière? Une question redoutable sur ce que deviennent nos villes et de quoi nourrir les réflexions pour nos prochaines déambulations urbaines. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des ruelles et de l'histoire mouvementée de Kuromon. À très bientôt pour continuer à décortiquer ces savoirs qui transforment notre regard sur le monde.